Les chars israéliens franchissent la frontière du Liban. Les Palestiniens parlent de 20 000 envahisseurs. Les Syriens, de leur côté, sur le pied de guerre. Une actualité dramatique qui a infléchi le cours du sommet de Versailles. Les 7 ont exprimé à Israël leur réprobation vigoureuse. Ils ont trouvé d'autre part un terrain difficile d'entente sur les monnaies. Le CNPF proteste contre la diminution de sa représentation dans les caisses de sécurité sociale et menace de faire démissionner ses 3300 représentants. Enfin, un tennis avec la victoire surprise du jeune Suédois Wilander aux dépens de l'Argentin Vilas. Nous le pressentions dès hier soir, les événements se dramatisent au Proche-Orient. Ce matin, en effet, vous le voyez sur ces images furtives, les chars israéliens ont franchi la frontière libanaise. Jérusalem ne donne pas beaucoup d'informations sur le nombre de blindés, on parle d'une centaine. L'agence palestinienne Wafa évoque une invasion de quelques 20 000 hommes. Un certain nombre d'entre eux ont débarqué par mer au sud de Syrie. D'autre part, par hélicoptère. Ici, nous avons vu des images furtives, elles aussi, du château de Beaufort. Tout le monde est d'accord sur la progression des troupes israéliennes. Elle est impressionnante. Les Palestiniens ont reconnu dès le début que les troupes adverses avaient atteint cette ville de Tyr. Alors, pour comprendre les choses, il faut d'abord savoir que les Israéliens sont partis vers un terrain relativement conquis, c'est-à-dire l'enclave libanaise du commandant Haddad, qui est violemment opposé aux Palestiniens. Oui, absolument, et qui est favorable même aux Israéliens. Alors je crois qu'il faut d'abord rappeler dans ce contexte que cette offensive généralisée et sans précédent des Israéliens au sud-Liban a été précédée, je vous le rappelle, depuis 48 heures d'un pilonnage intensif par artillerie du sud-Liban et de survol et de bombardement de l'aviation israélienne sur 2 grandes villes du sud-Liban, enfin du Liban, Beyrouth et Damour. Alors les chiffres, les Israéliens n'en communiquent pas, secret militaire oblige. Le porte-parole de l'ONU, en revanche, au sud-Liban, affirme que ce sont 100 et 200 chars israéliens qui ont pénétré aux environs de midi, heure française, au sud-Liban, et le gouvernement israélien aurait fait pénétrer au sud-Liban environ 20 000 soldats. Alors les colonnes de chars et l'offensive se développent, semble-t-il, selon 3 axes. Premier axe, à l'ouest, sur une route côtière entre Tyr, Nabatieh et Saïda, sur la côte de la Méditerranée au sud-Liban. Cette colonne est partie de l'enclave chrétienne dont vous parliez, qui est contrôlée par le major Haddad, c'est-à-dire un officier supérieur libanais, mais tout à fait favorable aux forces syriennes. Le deuxième axe, israélienne, pardon, le deuxième axe de cette offensive, c'est une colonne de chars qui avance, qui est partie de Methoula en territoire israélien et qui avance à l'intérieur du sud-Liban, vers le centre, où il va rencontrer peut-être la finule. Troisième axe, plus à l'est du territoire israélien, c'est une brigade israélienne qui est partie des contreforts du mont Hermon aux alentours du Golan et qui s'enfonce à l'intérieur du territoire sud-libanais par l'Est. Le Golan qui a été récemment annexé. Alors il faut dire aussi qu'en Syrie, des brigades de blindés se préparent à se diriger vers le centre du Liban. Oui, absolument. Il ne faut pas oublier que depuis plusieurs années, en vertu des accords de la FAD, à savoir la force arabe de dissuasion, les Syriens sont bien implantés avec de l'artillerie lourde et des chars au Liban. Et ce qui est intéressant et peut-être inquiétant, c'est que depuis cet après-midi, des journalistes dans le centre du pays ont vu s'avancer vers la ville de Nabatieh des colonnes de chars syriens et ils iraient donc à l'encontre des forces syriennes. Et puis au bout du chemin, il y a également la finule, c'est-à-dire les forces des Nations Unies, quelques 7000 hommes qui se trouvent ici, disons en tampon. C'est-à-dire au sud-Liban, et c'est le deuxième sujet d'inquiétude ce soir. Il y a également au Liban, depuis mai 1978, des soldats de différentes nations, dont des Français qui sont enrôlés dans la finule. Et c'est une force qui a été mise en place après la première invasion du sud-Liban en mars 78 par les Israéliens, de la même façon. Là aussi, il y a des risques d'affrontement entre soldats israéliens et forces de la finule. Et cet après-midi, aux alentours de cette ville de Tyr dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à côté sur la Méditerranée, les soldats de la finule ont tiré sur des chars israéliens qui sont venus avec cette première colonne et qui est passée par cette route de la Méditerranée. Et on imagine les conséquences si des Français ou d'autres Occidentaux étaient tués dans ces combats. Alors voilà donc pour les positions précisées sur la carte. Voici maintenant les premières images qui nous sont arrivées cet après-midi, commentées par Philippe Gassereau. Je vous préviens tout de suite, certaines d'entre elles sont assez impressionnantes. 3 militaires israéliens sont portés disparus, un pilote de Mirage, 2 pilotes d'hélicoptère lance-roquettes qui a été abattu hier soir dans la région de Saïda au Liban. L'un des 2 pilotes de l'hélicoptère est ici traîné derrière la voiture, pilotée par des Palestiniens.
Il ne faut pas oublier que toute la région a été terriblement pilonnée. Chaque ambulance conduit un mort palestinien au cimetière. Cela n'excuse rien. Ce que l'on voit ici, c'est le résultat de la guerre. Le bilan au Liban fait état de plus de 200 morts palestiniens et civils libanais. Et ce n'est là qu'un bilan provisoire. Les bombardements se poursuivent sur le littoral et dans le sud. Tous les points d'appui palestiniens ont été touchés. Nous n'en sommes plus au raid de représailles, mais à la préparation d'une véritable invasion à laquelle risque de s'opposer l'armée syrienne dans une nouvelle guerre. Rappelons juste d'un mot l'engrenage tragique qui nous a amené à cette opération baptisée Paix pour la Galilée. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un attentat contre l'ambassadeur d'Israël à Londres, des représailles quasi immédiates des Israéliens sur Beyrouth, en retour un pilonnage par les Palestiniens du nord de l'État d'Israël, des nouvelles attaques israéliennes, plus dures encore, sur le sud Liban, nouveaux tirs palestiniens depuis le sud Liban, et puis donc en fin de matinée cette invasion par l'armée israélienne du sud Liban. Depuis la capitale libanaise, nous retrouvons Alain Chalvron. C'est la guerre et en quelques minutes, la population a pris ses réflexes des périodes de crise. La ville est nerveuse, des miliciens tirent en l'air, des voitures passent en trombe en faisant crisser leurs pneus. Priorité est donnée aux ambulances qui reviennent du sud et aux renforts qui en sens inverse rejoignent les zones de combat. Les civils vivent l'oreille collée aux transistors, toutes les radios interrompent régulièrement leur programme. Certaines diffusent même des marches militaires. Les nouvelles de l'invasion se propagent à une vitesse ahurissante. Le malheur fait l'union. Pour une fois, Libanais et Palestiniens oublient leurs divergences. La moindre bonne nouvelle, la chute d'un avion israélien ce matin, par exemple, est accueillie par des salves de joie. On prie pour que les Fédayines tiennent le coup, qu'ils tiennent le temps que les grands arrêtent Israël ou que les Arabes rompent enfin ce tête-à-tête angoissant avec une des armées les plus puissantes du monde. Oui, cet avion israélien dont vous avez vu le pilote tout à l'heure, molesté par la foule au Liban. Une offensive appuyée par l'opposition israélienne de Shimon Peres, le président égyptien Moubarak de son côté demandant aux belligérants de faire preuve de retenue. Au téléphone maintenant, à Jérusalem, Charles Anderlin qui, dès hier, nous laissait présager cette offensive. Israël a pris son aspect des jours de crise. Pas de grève, elles ont été annulées par la centrale syndicale, des volontaires un peu partout pour se rendre dans le nord du pays afin d'aider la population qui se terre toujours dans les abris et dans la rue, le public est suspendu au transistor. Sur le plan politique, le ton est à l'Union nationale. Yitzhak Rabin, l'ancien Premier ministre, un des chefs du Parti travailliste, a nettement pris position. Il estime que l'action du gouvernement mérite d'être soutenue. Et puis a-t-il dit, la nation doit se préparer à une escalade du conflit. Une éventualité que l'on redoute en Israël. Le cabinet Begin a tenu à souligner dans le seul communiqué qu'il a publié aujourd'hui que l'armée avait reçu l'ordre de ne pas attaquer les unités syriennes au Liban, sauf si ces dernières interviennent dans les combats. Selon les scénarios du pire établis par la presse au cours des derniers jours, une telle éventualité pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la paix au Proche-Orient. Inutile de vous dire que les réactions dans le monde n'ont pas cessé. Aujourd'hui, l'URSS a par exemple accusé Israël et les États-Unis d'avoir déclenché la 5e guerre contre les Arabes, ni plus ni moins, dans le but, dit l'agence soviétique, d'exterminer physiquement le peuple arabe palestinien. L'ONU paraît complètement impuissant, le Conseil de sécurité est actuellement en réunion de consultation. Les 7 pays les plus riches du monde ont eux aussi réagi très rapidement en exprimant leur réprobation vigoureuse à la suite de l'entrée des forces israéliennes au sud Liban. Ce pays, a dit François Mitterrand au nom des 7 participants du sommet de Versailles, a droit, comme tout autre, à l'indépendance, à la liberté, à l'unité et à la souveraineté sur son territoire national. Cette souveraineté a été bafouée. Et puis François Mitterrand a précisé davantage ce qu'était la position purement française, cette fois. Je vous répète que la France n'hésite pas à condamner l'intervention israélienne, pas plus qu'elle n'a hésité à condamner les autres interventions militaires sur le territoire du Liban dès lors qu'elles se faisaient contre la volonté des dirigeants légitimes du Liban, que nous n'avons jamais cessé par notre diplomatie de contribuer à défendre ces principes d'unité, d'indépendance, de souveraineté, que nous nous sommes bornés aux actions diplomatiques parce que tel est notre rôle, que si nous sommes mêlés militairement, c'est dans le cadre des forces internationales et non pas au titre de la France. Enfin, que si cela devait être au titre de la France, cela ne serait pas possible par l'initiative de la France. Seul le gouvernement libanais a autorité dans ce domaine.
Les Américains ont également mal pris ce qu'ils considèrent être un camouflet à leur diplomatie. Il y a un an, en effet, Philippe Habib avait réussi, à force de tourner au Proche-Orient, à enrayer l'escalade de la violence en pressant Israël de conseils de prudence. Et bien tout à l'heure, Ronald Reagan a réuni à Versailles un véritable petit conseil de guerre, en recevant précisément Philippe Habib, rappelé d'urgence de Londres, et le président américain lui a demandé de partir sur le champ au Proche-Orient, d'abord en Israël, et il a envoyé une lettre à Menachem Begin. Voilà donc pour ces événements au Liban qui ont bien entendu dominé le sommet de Versailles et en ont quelque peu changé sa nature. Après 48 heures de travaux, les 7 ont donc adopté cette déclaration commune sur le Proche-Orient. Ils ont par ailleurs réaffirmé leur solidarité entière à la Grande-Bretagne, dont ils considèrent qu'elle a été agressée dans l'affaire des Malouines. Ils se sont enfin mis d'accord pour placer sous surveillance leurs relations économiques avec l'URSS et pour intensifier leur coopération économique et monétaire. La journée résumée par Bernard Pradino. Voici le groupe des 7 chefs d'État et de gouvernement du sommet de Versailles cet après-midi à la fin de leurs travaux. Comme après chaque réunion de ce genre, il est impossible de titrer succès éclatant ou bien échec total. Ce qui ressort des discussions et de la déclaration finale prononcée par M. Mitterrand, c'est que les 7 des pays industrialisés ont tout fait pour démontrer qu'ils avaient la volonté d'essayer de ne pas se nuire dans leurs intérêts respectifs, au point de ruiner encore plus l'économie de tel ou tel pays. Exemple, l'accord monétaire. Il s'agit de veiller à une meilleure stabilité monétaire. Le principe retenu est d'intervenir sur le marché des changes pour contrecarrer les mouvements désordonnés des monnaies. Comment intervenir? Déjà, les méthodes divergent. Très peu, disent les Américains. C'est déjà un progrès, répondent les Français, puisque l'an dernier, vous ne vouliez pas intervenir du tout. Ce début de compréhension est donc un succès. Les Américains ajoutent, étudions tout cela et peut-être agirons-nous quand nous le verrons. L'accord monétaire est donc, si l'on peut dire, en trompe-l'œil. Autre exemple, les relations Est-Ouest. Les Américains demandent aux Européens de ne pas aider les Soviétiques à accroître leur puissance militaire. On peut même dire que ce thème était au sommet une sorte d'obsession américaine. Pour cela, ils souhaitent que le commerce avec les Européens ne se développe pas avec l'URSS et que les crédits accordés aux Russes coûtent plus cher. À cela, les Européens répondent qu'ils seront donc plus prudents dans leurs relations financières avec les pays de l'Est, ceci dans le respect de leurs intérêts politiques, ce qui est diplomatiquement une porte de sortie. Donc, résultat également un peu en trompe-l'œil. Alors, succès, échec, faut-il trancher avec une telle précision de langage? Ce ne semble pas être l'avis du président Mitterrand. On s'acharnait à savoir lequel était arrivé avec une poitrine d'avance sur l'autre. Et aucun d'entre nous ne s'est trouvé dans la situation de Sébastien Coé hier soir, tentant de battre le record du monde à Bordeaux du 2000 mètres, avec plusieurs longueurs d'avance sur ses succédants. Donc, les choses ne se font pas tout à fait comme ça. C'est pas une épreuve sportive. Disons que personnellement, je reste sur ma faim pour les taux d'intérêt. Voilà, apparemment François Mitterrand regardait Antenne 2 hier soir pour Sébastien Coe. Alors ce sommet donc est terminé, il va y avoir quand même une grande soirée avec bouquet, feux d'artifice et tout ce qui peut s'en suivre du côté de Versailles. Je rejoins quand même Georges Bortoli qui est en direct avec nous. Alors pour vous, essayez de trancher un petit peu, succès ou échec? Eh bien, je crois que tout le monde y a mis du sien. Hein, c'est ça l'esprit des sommets. Monsieur Reagan a des raisons d'être content parce que ses alliés européens ont dit qu'ils considéraient avec prudence les liens avec l'URSS, mais il est bien évident qu'on n'a pas adopté la thèse maximale ou maximaliste du président Reagan qui était, eh bien, on va faire une espèce de blocus de l'URSS. Et la France, pour sa part, n'y est pas du tout disposée. François Mitterrand a dit très nettement, si on veut faire des restrictions de crédit, c'est tout le monde ou c'est personne. Alors pour l'instant, c'est personne. Donc n'attendez pas de la France qu'elle réduise ses crédits, pendant que d'autres, sous d'autres formes et par d'autres moyens, continueraient à en faire. Même chose pour les monnaies. Bien sûr, ça n'est pas demain qu'on verra le dollar lié par des liens contraignants au système monétaire européen, du genre, désormais le dollar ne variera plus que de 2,25%. Mais les Américains ont admis un changement de philosophie. Alors, bon, François Mitterrand est content de cela. Et le chancelier Schmitt est content, il vient de le dire, il est content de ce qu'on n'y a pas un esprit de retour à la guerre froide. Donc tout le monde a des raisons d'être satisfait, y compris Madame Thatcher, qui repart tout de suite sans assister au feu d'artifice, parce qu'on lui a dit, on lui a répété qu'on continuerait à soutenir l'Angleterre. Je le répète, c'est un sommet où chacun est allé vers une voie moyenne, où chacun y a mis véritablement du sien. Merci Georges. Alors les avis de nos confrères étrangers sont très partagés. Les voici tels que les a recueillis Corinne Pertuis, qui leur demandait le titre qu'ils allaient choisir pour leurs journaux de demain matin.
un succès partiel sur le problème monétaire, mais un achoppement sur le problème Est-Ouest. Le sommet de Versailles a été une réussite sur le plan économique parce que pour la première fois, les Européens et les Américains sont tombés d'accord pour régler un peu plus convenablement les questions des marchés monétaires. Le sommet de Versailles, c'est un grand spectacle, un gros show, mais que l'utilité reste surtout dans les rencontres privées entre les chefs, comme par exemple entre M. Trudeau et M. Suzuki du Japon ce matin dans le jardin de Trianon. Il y avait une certaine conclusion sur le front monétaire et aussi sur les relations Est-Ouest. Mais à part de ça, ce sommet n'avait pas produit de résultats concrets sur le plan chômage, sur le plan inflation, sur le plan crise économique mondiale. J'espère que le titre va dire qu'à Versailles on a construit un joli cadre, mais que le tableau à l'intérieur de ce cadre reste très vague. Réussite modeste, surtout psychologique, mais pas d'accord fondamental, pas de tournant historique. Voilà pour ce rapide panorama de la presse étrangère. Inutile de vous dire que Helmut Schmidt avait un œil également à Versailles sur les élections qui se sont déroulées aujourd'hui en Allemagne et dont l'importance sera grande pour décider du sort de la coalition qu'il dirige. Je n'en ai malheureusement pas les résultats pour l'heure. Et puis que Margaret Thatcher, elle s'occupait, on vous l'a dit, Georges Bortoldi vous a répété qu'elle partait avant le feu d'artifice directement pour Londres. Elle s'est occupée essentiellement des Malouines. On vient d'apprendre que le Queen Elizabeth II commençait à décharger des troupes destinées à renforcer celles qui sont déjà sur place. Et puis, l'envoyé spécial de la chaîne ITN, Michael Anderson, vient de révéler qu'une opération d'une audace extraordinaire serait actuellement en cours. Il n'a pas pu la révéler, car évidemment il y a un problème de censure de l'endroit d'où il émet, c'est-à-dire sans doute du porte-avions qui se trouve juste en face de Port Stanley. Cela se passerait actuellement à Port Stanley ou dans le secteur de Port Stanley, et il ajoute, si cette opération réussit, la fin de la guerre sera beaucoup plus proche. Donc, je répète ses propres mots, une opération d'une audace extraordinaire en cours dans la zone de Port Stanley, capitale des Malouines. En France, fin du congrès de la jeunesse communiste à Ivry, sous un violent orage, Georges Marchais a conclu les travaux de ses jeunes adhérents. Il a mis l'accent sur les réussites des pays socialistes en ajoutant « Non, Georges Marchais ne reçoit pas d'ordre de Brejnev ». Et puis il a conduit une marche pour la paix et le désarmement. 5 jours de congrès pour les jeunesses communistes à Ivry, un congrès qui a pris fin sur un défilé monstre dans les rues de la ville. En tête du cortège, Georges Marchais. Derrière lui, des manifestants qui scandent Reagan assassin. Le temps est donné pour le discours que va prononcer M. Marchais. Un discours qui fustige les ennemis du communisme, une sorte d'écho au sommet de Versailles. Si nous sommes communistes, c'est parce que nous n'acceptons pas et que nous n'accepterons jamais la soumission, la répression, l'écrasement des êtres humains, ni en Amérique centrale, ni en Afrique du Sud, ni chez Citroën, ni chez Talbot. Quand ils sont à court d'arguments, ils vous disent, le Parti communiste, c'est Moscou. Bien sûr. Les partis de l'étranger, c'est de l'autre côté qu'il faut les chercher, du côté de ceux qui, hier, ont vendu leur âme à Hitler et qui, aujourd'hui, sont prêts à livrer la France à Reagan. Là-dessus, il se met à pleuvoir très fort, l'assistance crie « le temps est pourri », l'impérialisme aussi, il va falloir aller se mettre à l'abri. Le CNPF tape du poing sur la table en matière de couverture sociale. Il demande d'abord à l'État de prendre ses responsabilités pour financer l'assurance chômage et, plus fort encore, menace de faire démissionner ces quelques 3300 administrateurs dans les caisses de sécurité sociale pour protester contre la diminution de sa représentation dans les futurs conseils d'administration, comme le prévoit la réforme. Mais aujourd'hui,
nous donner 25% des sièges. C'est d'abord et avant tout un camouflet à nos 3200 administrateurs qui se sont dévoués pendant 15 ans d'une manière bénévole pour essayer de maîtriser les dépenses. Et si en 67 on a fait cette réforme, c'est qu'on s'est aperçu qu'auparavant, cela allait vers l'emballement des dépenses. Or, aujourd'hui, l'enjeu, c'est 520 milliards. C'est donc la situation de l'économie française qui est en cause. Et nous disons qu'il n'y a aucune raison qu'on nous fasse ce camouflet et que lorsque les employeurs payent 3/4 des dépenses, ils ont le droit à plus de 25%. Ce qui fait que si on veut nous faire ce camouflet, si on ne nous donne pas un nombre de sièges nous permettant de dégager avec d'autres des majorités, eh bien, les strapontins, nous ne les prenons pas, et effectivement, nous démissionnerons, et nous n'accepterons pas le quart des sièges qu'on nous propose. Le conflit de chez Talbot à Poissy, les négociations ont repris il y a 2 heures environ à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. Ils sont toujours en réunion, tous les syndicats sont représentés, de même que la direction bien entendu. Il s'agit de parler de salaire, de conditions de travail et de droits des travailleurs. Ces négociations, je vous le répète, sont toujours en cours. Un gros chapitre sportif maintenant avec tout d'abord bien évidemment la superbe finale de Roland-Garros, remportée au terme de près de 5 heures de jeu par le jeune Suédois Wilander, qui n'a pas 18 ans, aux dépens d'un des hommes les plus en forme du moment, Guillermo Vilas. L'Argentin, un début de saison exceptionnel, 25 matchs en Grand Prix sans défaite, il a l'expérience, il est favori. À droite, en petit, Wilander, le jeune Suédois de 17 ans et demi. La révélation de Roland-Garros 82, moralité de l'histoire, le petit a mangé le gros aujourd'hui sur la terre battue de Roland-Garros. Début de match difficile pour Wilander pourtant. Il avait éliminé au tour précédent Lendl, Gerolaitis et Claire. Il a du mal à entrer dans le match aujourd'hui. Il perd le premier set 6-1. Les balles liftées de Vilas sont profondes, lourdes. Elles gênent considérablement Wilander. Il ne trouve pas la distance. Et puis au deuxième set, cela va mieux. Avec son revers à 2 mains, Wilander trouve de meilleurs angles. Il attaque même de temps en temps. Et Vilas, vous le voyez, fait mieux que résister avec ce passing shot croisé. Mais Vilas commence déjà à douter. L'Argentin perd le deuxième, le troisième set, et au quatrième set, Wilander obtient 3 balles de match. La deuxième sera la bonne. Trop de fautes du côté de Vilas, une tactique incertaine, une résistance qui s'est émoussée devant l'extraordinaire renvoyeur qu'est le jeune Suédois. Au bout de 4h45, victoire sans équivoque de Mats Wilander en finale des internationaux de France. Et pardon Mats, je sais que vous n'aimez pas ça, mais comment ne pas vous comparer à Björn Borg? Il y a 8 ans comme vous, il foulait ce tapis rouge et gagnait Roland-Garros pour la première fois. Vous lui succédez au palmarès des internationaux de France. Je vous souhaite, comme à lui, beaucoup de victoires. Moi aussi. Belle journée pour les Français en cyclisme, puisque Bernard Hinault, non content de remporter le Giro, en a même gagné la dernière étape à Turin. Stade 2 vous en a abondamment parlé. Et puis un succès anglais pour la première fois dans le prix du Jockey Club. C'est le cheval qu'il s'agit bien évidemment. Un Argentin a perdu à Roland-Garros, un Anglais a gagné à Chantilly. Il s'agit du numéro 10, Assert. Le tiercé donc, 10, 14, 9. Celui que nous proposait dans l'ordre Pierre Bresse. L'excellente Pierre Bresse. À la sortie du dernier tournant, Marcao, toque jaune, qui a fait toute la course en tête, cède brutalement en gênant considérablement Cadoudal derrière lui. Cadoudal, obligé de forcer le passage à la corde, va mettre Alfred Scheuch hors course. Pendant ce temps, devant, Real Shadaï, Kazakh rayé jaune et noir, lance son sprint à 400 mètres du poteau. Aussitôt, Acer, caché dans son sillage, Kazakh verte, contre-attaque et gagne du terrain à chaque foulée. À 150 mètres de l'arrivée, Acer a maintenant l'avantage. À droite de l'écran, c'est Bois de Grasse et Noble Bloom qui luttent pour les places. Acer s'envole littéralement, 1 longueur, 2 longueurs, et c'est avec 3 longueurs d'écart que Acer, l'Irlandais, gagne ce prix du Jockey Club. Acer est le propre frère de Bicala, vainqueur du Jockey Club l'année dernière. Et Acer est bien le phénomène que l'on nous avait annoncé. Deuxième, Real Shadaï, troisième, Bois de Grasse, 10, 14, 9. Un petit tiercé de favori qui rapporte dans l'ordre 10 075 francs et dans un ordre différent pour 5 francs, 215 francs. Et puis dans quelques secondes, le départ du Grand Prix des États-Unis à Détroit. Un gros chapitre sportif maintenant, avec tout d'abord bien évidemment la superbe finale de Roland-Garros, remportée au terme de près de 5 heures de jeu par le jeune Suédois Wilander, qui n'a pas 18 ans, aux dépens d'un des hommes les plus en forme du moment, Guillermo Vilas.
l'Argentin. Un début de saison exceptionnel. 25 matchs en Grand Prix sans défaite. Il a l'expérience, il est favori. À droite, en petit, Wilander, le jeune Suédois de 17 ans et demi. La révélation de Roland Garros 82. Moralité de l'histoire, le petit a mangé le gros aujourd'hui sur la terre battue de Roland Garros. Début de match difficile pour Wilander pourtant. Il avait éliminé au tour précédent Lendl, Gerulaitis et Claire. Il a du mal à entrer dans le match aujourd'hui. Il perd le premier set 6-1. Les balles liftées de Vilas sont profondes, lourdes. Elles gênent considérablement Wilander. Il ne trouve pas la distance. Et puis au deuxième set, cela va mieux. Avec son revers à deux mains, Wilander trouve de meilleurs angles. Il attaque même de temps en temps. Et Vilas, vous le voyez, fait mieux que résister avec ce passing shot croisé. Mais Vilas commence déjà à douter. L'Argentin perd le deuxième, le troisième set, et au quatrième set, Wilander obtient 3 balles de match. La deuxième sera la bonne. Trop de fautes du côté de Vilas, une tactique incertaine, une résistance qui s'est émoussée devant l'extraordinaire renvoyeur qu'est le jeune Suédois. Au bout de 4h45, victoire sans équivoque de Mats Wilander en finale des internationaux de France. Et pardon Mats, je sais que vous n'aimez pas ça, mais comment ne pas vous comparer à Björn Borg? Il y a 8 ans comme vous, il foulait ce tapis rouge et gagnait Roland Garros pour la première fois. Vous lui succédez au palmarès des internationaux de France. Je vous souhaite, comme à lui, beaucoup de victoires. Moi aussi. Belle journée pour les Français en cyclisme, puisque Bernard Hinault, non content de remporter le Giro, en a même gagné la dernière étape à Turin. Stade 2 vous en a abondamment parlé. Et puis un succès anglais pour la première fois dans le prix du Jockey Club. C'est de cheval qu'il s'agit, bien évidemment. Un Argentin a perdu à Roland Garros, un Anglais a gagné à Chantilly. Il s'agit du numéro 10, Astert. Le tiercé donc, 10, 14, 9. Celui que nous proposait dans l'ordre Pierrette Bresse. L'excellente Pierrette Bresse. À la sortie du dernier tournant, Marcao, toque jaune, qui a fait toute la course en tête, cède brutalement en gênant considérablement Cadoudal derrière lui. Cadoudal, obligé de forcer le passage à la corde, va mettre Alfred Scheuch hors course. Pendant ce temps, devant, Real Shadaï, Kazakh rayé jaune et noir, lance son sprint à 400 mètres du poteau. Aussitôt, Acer, caché dans son sillage, Kazakh verte, contre-attaque et gagne du terrain à chaque foulée. À 150 mètres de l'arrivée, Acer a maintenant l'avantage. À droite de l'écran, c'est Bois de Grâce et Noble Bloom qui luttent pour les places. Acer s'envole littéralement, une longueur, 2 longueurs, et c'est avec 3 longueurs d'écart que Acer, l'Irlandais, gagne ce prix du Jockey Club. Acer est le propre frère de Bicala, vainqueur du Jockey Club l'année dernière. Et Acer est bien le phénomène que l'on nous avait annoncé. Deuxième, Real Shadaï. Troisième, Bois de Grâce, 10, 14, 9. Un petit tiercé de favori qui rapporte dans l'ordre 10 075 francs et dans un ordre différent pour 5 francs, 215 francs. Et puis dans quelques secondes, le départ du Grand Prix des États-Unis à Detroit, sur une piste que l'Italien Patrese, vainqueur à Monaco il y a 15 jours, a qualifiée de tout juste bonne pour faire du karting. Meilleur temps est donc premier à partir Alain Prost. Les résultats, je le pense, dans l'édition que vous présentera Jacques Mernino à 23h15. Voilà, Michel Meyer, qui a suivi de très près les élections locales de Hambourg, c'est-à-dire dans la patrie de Helmut Schmidt, me fait savoir que finalement le SPD, donc le parti du chancelier Schmidt, garderait le pouvoir. Selon les premières estimations, une perte de voix locale, mais le CDU, c'est-à-dire l'opposition, ne prendra pas le pouvoir. À noter un fort pourcentage, 8% chez les Verts, les écologistes. Conclusion donc, Helmut Schmidt n'est pas affaibli, mais il ne sort guère plus fort de ce scrutin de Hambourg. Voilà, avec notre ami Broumed, qui pour la circonstance, parce que l'actualité était chargée aujourd'hui, est venu nous rendre visite, la météo pour demain. Oui, avec malheureusement encore des orages fréquents et dans de nombreuses régions, dans l'Est demain surtout. Aujourd'hui, ils ont épargné Roland Garros, mais un orage très violent est tombé en revanche sur le nord de Paris, où il y a eu vraiment beaucoup d'eau et malheureusement, un jeune homme de 15 ans qui faisait du motocross était foudroyé à Romainville, un phénomène assez exceptionnel, heureusement d'ailleurs, mais il faut toujours se méfier donc de ces orages. Donc demain, je vous l'ai dit, ils se retrouveront dans l'est du pays, et alors que le soleil reviendra à l'ouest. Alors toute la moitié est du pays demain sera dans des nuages orageux, comme les jours derniers avec des éclairs. Ça se localisera dans la journée au nord-est et à l'est, à peu près dans ces régions. Temps également très orageux sur le sud-est, les côtes méditerranéennes et la Corse, avec quand même un peu de soleil. Et puis sur l'ouest, d'abord sur la Bretagne, puis sur toute la moitié ouest, retour du soleil d'un temps beaucoup plus stable, avec toutefois de la brume et des nuages bas le matin. Ce temps orageux, anticyclonique, avec passage de temps en temps de vagues d'orage qui continuent les prochains jours. Du côté des températures, eh bien, on change un petit peu d'air et après c'est plus orageuse. Baisse des températures d'environ 3 degrés dans la plupart des régions. 21 à Brest,
25 à Paris, 26 dans l'Est et 27, 28 sur la côte d'Azur et sur la côte méditerranéenne. Enfin, pour terminer l'agenda, demain lundi donc, et c'est la Saint-Gilbert. Je crois qu'Alain Jules Pétré vous dirait qu'il y a 1 ou 2 minutes de soleil en plus. Voilà, et pour finir sur une touche d'humanité dans une actualité qui en manque beaucoup, vous l'avez vu, 3 initiatives, celle d'une association de défense des droits des Polonais qui veut que des familles françaises invitent 2000 enfants polonais pendant les vacances d'été, celle d'un particulier qui veut depuis plusieurs années que l'on souhaite la fête des mères, même à retardement, à des personnes âgées, isolées. Il faut pour cela écrire une carte postale ou une lettre à la boîte postale 186 dans le 15e arrondissement à Paris. Celle enfin de Georges Brassens qui, à titre posthume, veut aider son ami Lino Ventura à créer en Bretagne, près de l'endroit qu'il aimait, une nouvelle fondation pour les enfants handicapés mentaux. Et pour cela, il avait juste avant sa mort enregistré sur Radio Monte-Carlo 2 disques de chansons qui n'étaient pas de lui, 2 disques qui viennent tout juste de sortir. Et le bénéfice de leur vente ira à la fondation Personnage à Lino Ventura. Voilà les images qu'on attendait et qui, vous le voyez, nous sont arrivées à l'instant même de Detroit. Henri Bodiguel. Non, Patrick Poivre c'est Gérard Rolf, là, juste au micro pour les premières images, en effet, que nous recevons du Grand Prix de Détroit, dont le départ vient d'être donné il y a quelques secondes. Une première remarque, il ne pleut pas sur le circuit de Détroit. Vous savez que pendant les essais qui ont eu lieu hier et encore ce matin, il a plu dans la ville, sur la ville de Détroit, ce qui rendait les conditions de pilotage sur ce circuit qui est en ville particulièrement difficiles. Et là, c'est la première remarque et ça a une importance extrême, il ne pleut pas. En ce moment, l'arrêt au stand d'Andrea de Cesaris sur l'Alfa Romeo rouge, c'est sans doute le premier incident de la course après ce départ qui a donc eu lieu il y a quelques secondes. Voici la Renault qui passe devant l'église de Détroit. C'est une des 2 Renault pilotées par Prost ou René Arnoux. Mais j'avoue qu'avec le commentaire américain qui nous parvient ici, il est très difficile de faire un point exact sur la course qui se déroule donc en ce moment dans la ville de Détroit. Si. Merci le réalisateur américain puisque c'est Alain Prost donc qui est en tête de ce Grand Prix de Détroit devant Keke Rosberg, Andrea de Cesaris et Didier Pironi. C'est pratiquement d'ailleurs la ligne de départ. En ce moment, la course se déroule d'une façon relativement simple, en dehors donc de l'arrêt de Cesaris au stand que nous venons de voir avec son Alfa Romeo. C'est donc Alain Prost qui est en tête en ce moment à Détroit. Et Alain Prost est toujours en tête puisque Andrea de Cesaris, qui était numéro 2 en pole position comme on dit, s'est arrêté. Voilà, je vous rappelle les 2 titres essentiels de l'actualité aujourd'hui. Vous l'avez vu, les chars israéliens ont envahi le sud Liban. Les Palestiniens parlent d'une centaine de chars, de quelques 20 000 hommes qui sont arrivés. Les Syriens de leur côté paraissent sur le pied de guerre. Enfin, cette actualité dramatique qui a infléchi le cours du sommet de Versailles puisque les 7 ont exprimé à Israël leur réprobation unanime et qu'ils ont trouvé d'autre part un terrain, disons, difficile d'entente sur la monnaie. Voilà, tous ces titres donc développés par Jacques Malino à 23h15 et j'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.